hospitalière, où le malheur trouva protection. La victoire, dans la prière, ne vient péter la sainte constitution. Profitez-là, ce moment de l'avance, j'ai vu passer chez vous des jours bien doux, mais au foyer, à donner l'espérance, et maintenant, je suis fier de vous. Alors c'est pour ça que les archevêques ils vont réagir. Au XIIe, enfin plutôt au XIIIe siècle, à mon avis, on écrit une vie de Saint Jacques l'Assyrien, c'est-à-dire une vie du premier évêque. C'est un peu bizarre, hein, parce que, on a dit tout à l'heure, le premier évêque il est au 5e siècle. Là, on est au XIIIe, donc c'est à peu près comme si en 2800, il y a quelqu'un qui s'ingéniait à écrire votre vie. Soit vous êtes très vite, très célèbre, soit ça va être compliqué. Donc on se doute bien que ce qui a été écrit au XIIIe, ce n'est pas une biographie au sens actuel de Saint Jacques, mais c'est plus un texte qui a pour fonction de dire ce qui ne va pas au XIIIe siècle. Et la manière de dire ce qui ne va pas, c'est de dire qu'on nous vole quelque chose qu'on avait dès le 5e siècle. Donc, qu'est-ce qu'on y dit dans ce texte? Entre autres, on insiste beaucoup sur le fait que dès Saint-Jacques, les évêques de Tarentaise ont possédé le Beaufortin. Pour dire, la maison de Savoie, quand elle passe par le Beaufortin, elle vole quelque chose aux évêques de Tarentaise. Alors, c'est complètement anachronique parce qu'à l'époque de Saint-Jacques, ce qu'on appelle un diocèse, c'est une cité. Donc Saint-Jacques et Tarentesia, est-ce qu'il a su que le Beaufortin existait? C'est peut-être même pas certain, vous voyez. Et en plus, on invente une fiction, c'est-à-dire qu'on dit que le Beaufortin a été évangélisé par un personnage qui s'appelle Saint Maxime de Riez, R-I-E-Z. C'est-à-dire quelqu'un qui venait du même monastère que Saint-Jacques, mais qui avait été nommé évêque de Riez, dans le sud. Vous imaginez quelqu'un qui est évêque de Riez, et qui en même temps vient évangéliser Beaufortin. Il y avait quoi? Il prenait le TGV les week-ends, c'est un truc complètement fou. Mais c'est une tentative désespérée pour dire le Beaufortin, il est à nous. Et si Beaufortin, il est à nous, ça veut dire que les archevêques, ils vont jouer sur une autre voie. Puisque la maison de Savoie, elle veut passer de Conflans à Beaufort, les archevêques, ils vont ruser, ils vont créer une voie en disant, puisqu'ils sont à la Bâtie, on va passer par Biorge, le col de la Bâtie, et on va basculer sur Arèche. Ça veut dire que c'est une histoire de gens qui se disputent entre eux et qui mettent en place des stratégies qui sont des passages différents. Bon, mais c'était trop tard. Pourquoi c'était trop tard? Tout simplement parce que, plus vite qu'il ne le faut, la maison de Savoie, elle va durablement s'installer en Haute-Tarentaise. Et vous avez une carte qui est à la page 21. Ouais. Bon, c'est tout vert. Tout ce qui est vert, c'est la maison de Savoie. Mais il y a deux entités. Il y a une entité dans certains vers, c'est le marquisat de Saint-Maurice. Je vous ai mis Saint-Maurice. Le nom, c'est pas gratuit. Parce que là-haut, quel est le premier nom? Ça s'appelait le bourg. Point. Le bourg, ça veut dire que par rapport aux villages qui sont autour, ça jouait le rôle de bourg avec sans doute des marchés, etc. Et quand la maison de Savoie arrive quelque part, comment elle marque le fait qu'elle arrive quelque part? Elle arrive avec son saint patron. Et le saint patron de la maison de Savoie, il s'appelle Maurice. On nous a appliqué d'ailleurs, jusqu'en 1860,
le 22 septembre était une fête chômée en Savoie. Et on nous a dit, les privilèges acquis, vous ne les perdrez pas, mais essayez de ne pas travailler le 22 septembre, pas sûr qu'on vous paye. Hein. Donc, comment on marque qu'ils ont mis la main sur leur parenthèse? Au fil des textes, le bourg devient le bourg Saint-Maurice. Bourg Saint-Maurice, vous voyez. Et puis, vous avez, juste à côté, un autre territoire, mais sur lequel la maison de Savoie met aussi la main. C'est ce qu'on appelle la seigneurie de la Val d'Isère. Et la seigneurie de la Val d'Isère, elle se construit autour du château de C. Donc ça veut dire que la seigneurie de la Val d'Isère, c'est C, Montvalzan, Sainte-Foy, Villaroger, Tignes. Val d'Isère viendra après, à partir de Tignes. Et puis, de l'autre côté, vous avez tout le reste, c'est-à-dire Saint-Maurice, les Chapelles, oui, des tendons de l'autre côté. Il y a même eu à une époque Macro qui était plus ou moins rattaché, donc c'est quand même assez vaste. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que les archevêques, du point de vue temporel, n'ont jamais bien mis les pieds au-delà du siècle. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que par là-haut, il y a des mensonges. Donc, voilà notre deuxième tête du tunnel. Ils tiennent le bas avec Conflans, ils tiennent le haut avec le marquisat de Saint-Maurice et la seigneurie de la Val d'Isère, et ils ont trouvé le lien entre les deux, c'est le cormet de Rosedon, qui permet le passage par le Beaufortin. Alors maintenant, il faut faire un trou au milieu. Alors, où est-ce qu'on va le faire? Il se trouve, ne me demandez pas pourquoi, parce que ça, je pense que celui qui sait pourquoi il n'est pas né, ou il est mort depuis longtemps, à un moment donné, on se rend compte que la maison de Savoie, elle a un château qui se trouve à Salins. Et ce château qui se trouve à Salins, il n'est pas au niveau du village de Salins, mais il est sur le haut, ce qu'on appelle Salins-le-Haut aujourd'hui. Et ce château, il s'appelle Melf. Alors, on a raconté plein de choses, des scénarios plus ou moins logiques, mais je pense qu'il n'y en a aucun qui tient, pour la bonne raison. Bon, alors, ce qu'on a dit, ça peut rester. On a dit que ce château devait appartenir aux archevêques. Oui, puisque les archevêques avaient tout le territoire. Forcément, ils avaient tous les châteaux. Mais qu'est-ce qui fait que la maison de Savoie a pu s'installer dans ce château? Ça, moi, aujourd'hui, je commence à dire la moindre chose. Il n'empêche que, voilà, on le constate, la maison de Savoie est installée à Melf. Alors, Melf, c'est quoi? Melf, c'est le meilleur endroit pour installer non seulement un château, mais pour installer une forteresse. Melf, pour vous rendre compte des choses, vous montez à Salins-le-Haut. Il y a une première route qui passe devant l'école, la salle polyvalente. À un moment donné, cette route, elle fait un virage. Donc là, vous avez c'est le donjon, je crois, le nom du grand bâtiment. Et vous allez ensuite en direction de la maison de retraite. Bon, ce virage, c'est l'extrémité ouest du château de Melf. Puisque très vite, c'est un peu escarpé. Donc voilà, on est à l'extrémité. Je passe devant la maison de retraite. Et puis après, il y a un moment où j'ai un virage qui me permet de remonter et de retourner sur la route de Montagny, etc. Bon, ça, c'est l'autre extrémité, donc l'extrémité est, enfin, sud-est du château de Melf.
Donc c'est un château qui a des dimensions assez exceptionnelles. Il me semble que sur les cartes, je vous ai mis au moins un point de repère. Vous voyez, l'ouvrage principal, il fait 70 mètres de long. L'ouvrage principal. Alors, il y a qu'une chose. Ici, le fossé, oui, il existait. Mais c'est un plan de l'architecte Borel. Quand l'architecte dessine un fossé, c'est un truc en ligne droite, etc. Ils ne sont pas comme ça. Mais en gros, le mur qui est là, c'est la route de Montaigne. Donc ça veut dire que ça c'est la grande enceinte. C'est la grande enceinte. Et là on a un fossé, ça veut dire qu'on entre par là. On entre ici. Et là on a un premier ouvrage. Et ce premier ouvrage, avec ce petit ouvrage, on a le pont-levis qui, s'il est relevé, rendrait très difficile l'accès au grand ouvrage, c'est-à-dire au château principal. Et le château principal, c'est lui qui fait 70 mètres de long. Chemin de ronde, on estime. Alors, il faut toujours dire une chose. Borel, il vivait chez nous dans les années 1880-1900. Donc Borel, il a pu voir des choses que nous, on ne voit plus. Si vous montez là-haut, c'est construit partout, même si vous trouvez quelques pierres, pas dit que ce soit du château. Donc, il y a 140 ans, Borel a sans doute vu des choses plus importantes. Mais Borel, quand il travaille sur Nel, il a entre les mains le dernier acte notarié au XVIIe siècle qui cède le château à une autre famille. Donc c'est plus à travers cet acte notarié qu'il travaille. Eh bien, qu'est-ce qu'il se rend compte de quoi? C'est que le deuxième mur d'enceinte, c'est-à-dire il y a un premier mur d'enceinte qui va délimiter la basse-cour qui est le long de la route de Montagny, et autour du bâtiment principal, il y a un deuxième mur d'enceinte. Part du principe que le chemin de ronde, le chemin de ronde, c'est le sommet de la muraille. Le chemin de ronde faisait 4 mètres de large. 4 mètres de large. Le chemin de ronde de 4 mètres de large, je ne sais pas que vous circulez en voiture facilement, mais c'est pas, il ne faut pas imaginer un petit truc. Même, il faudrait comparer, à mon avis, le château Saint-Jacques était plus important que Mel, mais Mel était beaucoup plus important, on parlait de la bâtie, de la Bastille de Saint-Didier. Donc la maison de Savoie, elle est installée ici. Et à partir de Mel, elle va mettre en place toute une organisation. Elle met en place toute une organisation, c'est-à-dire que même, ça devient à la fois un lieu militaire, c'est c'est le bastion militaire de la maison de Savoie, entre parenthèses, et puis en même temps, c'est un centre administratif. Alors, là où c'est très pervers, je vous ai mis un petit coup de Google Maps, je pense que c'est ça, oui. Donc je vous ai mis des directions. Je vous ai mis des directions, parce que quand est-ce qu'on est fort? On est fort quand on contrôle les routes. Et là, c'est de la perversité la plus incroyable. Moutier, 4 chemins. 4 chemins. C'est pas le truc au bas de la grande rue, les 4 chemins. Ça veut dire qu'à Moutier, il y a 4 directions. Comment, quand on vient du bas, comment on entre à Moutier à cette époque? On entre à Moutier par un pont qui est sur le Doron, parce qu'on remonte en rive gauche de l'Isère, depuis Notre-Dame de Briançon
jusqu'à la hauteur de Moutier. Donc ça veut dire qu'on ne passe pas par Aigueblanche, on ne passe pas sous Grand-Cœur, etc. Donc on passe par ce qui est devenu la Léchère, Bellecombe, et on passe ensuite par ce qu'on appelait les échelles d'Annibal, c'est-à-dire côté rive gauche du barrage. Ce qui dit bien l'importance du pont de Briançon, puisque là tout le monde traverse, hein, sauf si vous voulez aller à Petit-Cœur, Grand-Cœur et Blanche, mais sinon traversez là. Et après, le pont essentiel, c'est celui qu'on appelle le pont Seran. Le pont Seran, donc c'est un pont qui est sur le Doron et qui, bon, on n'a jamais bien retrouvé les choses, mais supposition qu'on peut faire, c'est qu'on devait rentrer dans Moutier à peu près par l'avenue des Bellevilles. Depuis le Doron, avenue des Bellevilles, et puis vous aviez une porte qui était à l'extrémité, aujourd'hui, de la place des Victoires. Donc le faubourg était un cul-de-sac. Le faubourg, il y avait un sentier qui permettait d'aller à Aigueblanche, mais ce n'était pas une voie de circulation. Bon, alors là où c'est très pervers, c'est que le pont Seran, c'est un peu comme mon pont tout à l'heure sur l'Arly. Parce qu'en rive gauche du Doron, on n'est pas à Moutier, on est à Salins. Donc ça veut dire que pour rentrer à Moutier, il fallait passer à Salins. Pas à Salins village, hein, mais sur le territoire de Salins. Puisque en rive gauche du Doron et de l'Isère, à l'extrémité de Salins, c'est le bois. Il n'y a rien qui est à Moutier de ce côté-là. Pont-Seran, aujourd'hui, il y a quelques maisons qui s'appellent Pont-Seran. Ce ne sont pas des maisons de Moutier, c'est des maisons de Salins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison de Savoie, elle avait quelques défauts. Elle avait dit, puisque pour entrer à Moutier, il faut passer sur le pont, là, on s'installe à Salins, puisque en rive gauche, le pont, il est à nous. Donc, à partir de là, vont naître des différences sans fin entre les comtes de Savoie qui disent ce côté-là du pont est à nous, et les archevêques qui disent ce côté-là est à nous. Mais comme vous n'entendez pas, bon, ça c'est le premier chemin. Deuxième chemin, la vallée des Bellevilles. La vallée des Bellevilles, à cette époque, on ne passe pas au Guadeloupe maintenant, mais pour monter dans les Bellevilles, on va à la Raja et on monte par des sentiers. Il y a un sentier qui va en direction de Fontaine-le-Puy, et puis il y en a un autre, le principal, qui débouche au-dessous de Villarly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez aller dans les Bellevilles, vous passez à Salins. Si vous voulez aller à Beauzelle, eh bien, la route de Beauzelle, le chemin de Beauzelle à cette époque, c'est Champoulet, les Frasses, Fontaine, donc ça veut dire que vous passez à Salins. Où que vous vouliez aller, vous êtes obligé de passer à Salins. Et c'est pour ça que la maison de Savoie, par quelle entourloupe, on ne le sait pas, mais que la maison de Savoie, elle a mis la main sur Salins. Parce que Salins, c'est beaucoup plus stratégique que Moutier. Moutier, on a beau avoir les quatre chemins, quelque part, il passe par Salins. Parce que même si vous voulez aller en haute parenthèse, il faut déjà rentrer à Moutier. Pour rentrer à Moutier, il faut passer par Salins. Donc ça a été la chose, on peut dire, la plus rusée, parce que ces directions, pour nous aujourd'hui, c'est quand même pas rien, la vallée des Bellevilles, c'est quelques centaines de milliers de véhicules chaque hiver, mais à cette époque, Val Thorens, les Menhirs, on s'en fiche, à cette époque, ce qui intéresse les gens, c'est le perron des Aucombes. Ça veut dire que c'est un col. Ce passage, alors, c'est un passage qui, en théorie, appartient aux archevêques. À côté, de l'autre côté du Doron, il y a Saint-Jean, mais il y a Saint-Martin, pardon, mais de l'autre côté, vous avez le Châtelard.
si ça s'appelle le Châtelard, c'est parce que c'est là où il y avait la tour des archevêques, au pied du chemin des Encontres. Mais si vous êtes déjà contrôlé plus bas à Salins, le Châtelard, c'est trop tard. Si vous montiez à Beauzelle, le but, c'est pas d'aller à Beauzelle, c'est d'aller à Prolognan, et de Prolognan, c'est le col de la Vanoise. Il ne faut pas oublier que le col de la Vanoise, il passait une grande partie des salles de Tarentaise. Donc c'était un axe économique très important. Bon, eh bien, les archevêques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé un prieuré à Prolognan, et puis surtout, ils avaient le château de Beauzelle. Parce que le château de Beauzelle, la tour, comme vous voulez, elle est à côté d'un pont, sur le pont Rieux, et on a le truc classique, ça veut dire que la tour surveille le pont, et forcément le pont canalise le passage en direction, etc. Mais là aussi, c'est trop tard, parce qu'une fois que vous êtes à Beauzelle, vous êtes passé à Metz. Donc ça veut dire que vous avez déjà été taxé. Et dans l'autre sens, vous passez Beauzelle et vous serez taxé en arrivant à Metz. Donc vous voyez, par ce système, ça veut dire que la Maison de Savoie, elle a réussi à mettre la main sur la circulation au cœur de la Tarentaise. C'est là où c'est très pervers. Pour l'instant, on n'a marié personne, on s'est battu avec personne, on n'a rien acheté, mais le bas de la Tarentaise est cadenassé, le haut est cadenassé, et on cadenasse le milieu. Et alors, ils vont se montrer très magnanimes, parce qu'à un moment donné, il y avait un peu des tensions au niveau des foires. Parce que ça, c'est quand même le cœur de l'économie du Moyen-Âge. Aujourd'hui, bon, on en parle un peu moins, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup des implantations des supermarchés. Et bon, c'était à la fois entre le petit commerce et les supermarchés, c'était aussi les supermarchés entre eux, pas qu'ils soient trop près les uns des autres. Au Moyen-Âge, c'était au niveau de la foire. S'il y avait une foire quelque part, on ne pouvait pas avoir une foire à 5 km. Donc, les comtes de Savoie ont dit aux archevêques, on va vous protéger. On va vous protéger. Ça veut dire qu'on va vous assurer, par la force s'il le faut, qu'entre Conflans et M, il n'y aura pas d'autres foires que les foires de Moutier. Puis après, peut-être en petites lettres, parce qu'il y a 3 petits points, les foires de Moutier, 3 petits points, et Salins. Il y a un prix à payer, on n'est pas à vous défendre, mais il y aura des foires à Salins. Après, c'est pas compliqué. Si il y a une foire à Salins, vous descendez les Bellevilles, vous arrivez de Beauzelle, vous n'allez pas venir à la foire à Moutier. Vous avez une foire plus proche qui est à Salins. Bon, je ne sais pas si ça marche comme ça aujourd'hui, mais si vous venez de Beauzelle, est-ce que vous allez jusqu'à Carrefour ou est-ce que vous arrêtez au Super U de Salins? Bon, un petit peu de ça, vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Maison de Savoie, elle réussit à trouver une place économique au cœur de la Tarentaise. Puis après, ils vont dire aux archevêques, vous avez parfois du mal, parce que sous-entendu, c'est pas votre boulot, vous avez parfois du mal à assurer la police sur les foires de Moutier. Donc, on va vous aider. Et ils font une sorte de répartition en disant, nous, parce que les foires nous accusent toujours, on va assurer la police la nuit et vous assurez la police 2 jours. Mais à cette époque, quand les gens arrivent, s'installent, c'est pas à 9 h du matin. La foire, elle se met en place à 4 h du matin. 4 h du matin, c'est la nuit. Donc ça veut dire que qui taxait le plus à Moutier, c'était la Maison de Savoie. Alors, il y a eu un moment où les choses vont basculer. Alors là, ce n'était pas gagné, parce que ça a été un vrai coup de
force. Et ce coup de force aurait très bien pu se finir par un carton rouge pour la Maison de Savoie, mais c'est passé. Alors, ce coup de force, c'est quoi? C'est un gars qui, visiblement, réside à Notre-Dame-du-Pré et qui a commis un méfait. Alors, on sait son nom, Genevet, on sait qu'il déterre Notre-Dame-du-Pré, mais on ne sait ni ce qu'il a fait, comme quoi c'est pas le plus important. Ce qui va se jouer, c'est ce qui vient après. Notre-Dame-du-Pré. Notre-Dame-du-Pré, c'est au-dessus de Saint-Jacques. Donc ça veut dire que ceux qui sont intervenus, ce sont les hommes de l'archevêque, parce que le château Saint-Jacques est aux archevêques. Et donc ça veut dire que ce gars, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène au rez-de-chaussée ici. À l'époque, ce n'était pas comme c'est maintenant, mais on suppose qu'au rez-de-chaussée, on l'amène pour deux choses. Salle du tribunal, et puis à côté, la petite pièce avec les barreaux. Donc on l'emprisonne ici. À ce moment-là, donc ça, c'est celui qu'on appelle le châtelain de Saint-Jacques, qui organise ça. À ce moment-là, le châtelain de Melf, donc qui est le représentant du comte de Savoie, il dit « Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce que Genevet a été arrêté en Tarentaise, mais il n'est pas tarin. C'est un gars qui réside, mais il n'est pas d'ici. Donc, qui doit l'arrêter? Le comte de Savoie. Donc là, vous voyez, il y a une hiérarchie qui est mise en place. Quand c'est quelqu'un de Tarentaise, c'est le boulot des archevêques, donc le comte de Tarentaise. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas de la Tarentaise, c'est le boulot de celui qui est au-dessus, sous-entendu, donc le comte de Savoie. Donc, à partir de là, ça va dégénérer complètement, c'est-à-dire que le châtelain de Melf fait savoir qu'il ne faut pas que le gars soit ici, mais il faut qu'il soit emprisonné à Melf. Seule chose sur laquelle ils sont d'accord, il faut qu'il soit dans une prison. Ils ne sont pas d'accord sur la prison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un groupe armé qui descend de Melf et qui vient attaquer la prison, qui réussit à emmener le prisonnier, et le prisonnier, il est incarcéré à Melf. À partir de là, c'est la dégénérescence complète. Ça veut dire que le lendemain, il y a un groupe armé de l'archevêque avec des gens de Moutier qui montent à Melf et qui vont chercher le prisonnier. Donc, forcément, le surlendemain, il y a les gens du comte de Savoie qui attaquent Moutier. Mais là, ça se passe très mal. C'est-à-dire que le comte de Savoie, qui à cette époque, s'appelle Aymon le Pacifique. Bon, des fois, on a des noms, ça marche pour certains, mais on n'est pas sûr que les Moutiens vraiment ont trouvé Pacifique. Et le paradoxe, pour aller jusqu'au bout, c'est que l'archevêque de Tarentaise à cette époque, je n'ai plus son prénom, Jacques, il me semble, c'est Jacques de Salins. Donc vous voyez, c'est un représentant de la famille de Salins qui est à Moutier, et c'est un pacifique qui va venir. Alors, il va venir faire quoi? Il n'attaque pas Moutier. C'est peut-être ça qui l'a sauvé. Il n'a pas attaqué frontalement Moutier, mais il a mis le siège autour de Moutier. Moutier, il y a des remparts. Donc, quand vous mettez le siège, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez une troupe armée au moins au niveau des portes. Ça veut dire, ça se passe fin septembre, début octobre. Donc, ça veut dire que c'est un moment où vous vivez sur les réserves. D'ailleurs, les cultures moutiéraines, elles étaient où? Elles étaient à partir du square actuel. Et les remparts, à mon avis, ils suivaient, c'est presque les remparts qui sont encore dessinés. Vous partez de l'ancienne librairie et vous allez jusqu'à l'ancienne poste. Ça, c'est sans doute les remparts. Et les maisons qui ont été construites dans le rempart quand il a pu
cet arrondi là qui part des 4 chemins et qui va en face du Crédit Agricole maintenant, sur tous les plans, même les plus anciens, vous le trouvez toujours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moutier n'est pas une cité agricole. Moutier, ça fonctionne que parce qu'il y a des marchés avec des gens de l'extérieur qui viennent vendre. Et donc, conséquence, Moutier, ça ne peut pas tenir très longtemps. Si le siège est bien étanche, il y a un moment où vous êtes obligé de vous rendre parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, à un moment donné, l'archevêque dit on accepte, mais laissez-nous sortir. Et là, Aymon le Pacifique, il va faire un truc quand même un peu vachard. Toute la cour de Savoie est à Annecy, où il y a un mariage, et il va obliger l'archevêque de venir à Annecy, d'aller à Annecy, et de se mettre à genoux devant lui, en plein milieu du mariage. Donc, se mettre à genoux, dans les codes médiévaux, c'est ce que fait le vassal devant son suzerain. Donc, bon, il y a eu un peu de sang répandu, hein, les échauffourées, voilà, il y a eu un mort, mais c'est pas une guerre. Hein. Et c'est vraiment un coup de force qui fait qu'on oblige les archevêques à se mettre à genoux devant la maison de Savoie. Donc 1335, ça veut dire que l'archevêque, il est toujours archevêque, ça ne dépend pas du comte de Savoie, ça veut dire qu'il est toujours comte de Tarentaise, il va le rester jusqu'en 1768. Mais il est comte de Tarentaise à la condition de reconnaître qu'il y a un autre comte qui est au-dessus de lui, qui est le comte de Savoie. Et le gros paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, même, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien de tenir sa main. Et l'administration du comte de Savoie, elle vient s'installer à Moutier. Donc, vous voyez, les archevêques, petit à petit, on a grignoté leur territoire, on l'a grignoté par le bas, on l'a grignoté par le haut. Il y a eu cette installation à Mel qui a complètement court-circuité l'économie d'abord, hein, et le coup de force de 1335 a fait que, on peut dire qu'à ce moment-là, les comtes de Savoie ont mis la main sur la Tarentaise. Et il y a un document, c'est le document du 29 janvier 1336, donc vous voyez, c'est quelques semaines après le coup de force, Aymon, le comte de Savoie, accorde des lettres de grâce à l'archevêque. C'est quand même fort, hein. Ça veut dire qu'il a mis le siège autour de Moutier, mais il pardonne. Il accorde des lettres de grâce. Ça veut dire qu'il dit aux Moutiérages, bon, là, vous êtes allé un peu loin, mais je vous pardonne. Peut-être dans l'autre sens que ça devrait fonctionner. Mais à partir du moment où il accorde des lettres de grâce, et qu'elles ne sont pas contestées, le seul qui peut accorder des lettres de grâce, c'est le suzerain. Donc il prend sa place de suzerain en disant les Moutiérains ils sont un peu têtus, hein, mais bon, je leur pardonne, hein, je leur en veux pas. Et après, comment ça va se résoudre? Ça va prendre du temps, hein, quand même, mais il y a un moment où il va y avoir un acte, et là on va définir le territoire des archevêques. Alors pas le territoire spirituel, hein, pour vous donner un ordre d'idée, la Tarentaise, un peu avant la Révolution, il y a 82 paroisses. Au niveau temporel, les archevêques de Tarentaise vont être réduits à un temporel de 14 paroisses. 14 paroisses, alors il y en a en Basse-Tarentaise, en gros autour de la bâtie. Après,
il y a un grand territoire qui est celui des Briançons et de Blanche-Montmeilleur, donc là ils n'y sont pas. Ils vont retrouver un territoire, donc le Vallée-les-Belleville et puis le Val Boselle, et puis ils n'iront pas au-delà du Sieix. Le seul territoire, alors ils en bruisaient un peu quand même, Montgiraud. Parce que celui qui a Montgiraud, il a Centron. Et Centron, pourquoi ça s'appelle Centron, hein, ça vient de centrum, le centre. Ça veut dire qu'on est entre le verrou du Sieix et le verrou de Villette. Donc ils avaient quand même un orteil au-delà du Sieix. En ayant Montgiraud et en ayant Centron. Mais ça veut dire que ça a été vraiment réduit, c'est la peau de chagrin. Quand vous avez 82 paroisses dans votre archidiocèse et que vous n'avez de pouvoir temporel que sur 14 communautés, si je calcule bien, 14 c'est quoi? C'est un cinquième de 82 à peu près. Donc voilà comment les Tamarins sont devenus savoyards. C'est fait de cette manière-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1335, la Tarentaise, on peut la considérer comme savoyarde. 1355, ça on l'a dit déjà quelque temps, le Faucigny, devenu savoyard, et en même temps le Beaufort. Et puis, au début du XVe siècle, le Genevois sera acheté par la Maison de Savoie. Donc, on voit au moins sur la partie occidentale des Alpes comment ça s'est constitué. Hein, sans oublier que, encore une fois, c'est très important, jusqu'en 1601, il y a tous les pays de l'Ain qui sont savoyards. On en a parlé rapidement la dernière fois, la Maison de Savoie est présente à Lyon. Le pont de la Guillotière était quasiment savoyard. Et n'oubliez pas aussi que la Maison de Savoie, c'est le Valais, c'est le canton de Genève aujourd'hui, c'est le pays de Vaud, avec une partie d'ailleurs du canton de Fribourg, au niveau de la baronnie de Roimont. Mais en tout cas, ça veut dire que le Léman, il est entièrement savoyard. Très souvent, on imagine que c'est la rive française d'aujourd'hui. Mais donc là, c'est le Léman qui est savoyard, puisque le pays de Vaud, ça vous donne toute la partie, vous partez de Genève et vous redescendez jusqu'à Martigny. Tout ça, ça appartient à la Maison de Savoie. Voilà, c'est là où on peut se dire, vous voyez, on a aujourd'hui une mauvaise vision, parce qu'on a une vision qui est trop étroite. Aujourd'hui, quand on dit les pays de Savoie, c'est les 6 provinces, hein, c'est-à-dire Savoie propre, Maurienne, Tarentaise, Chablais, Faucigny et Genevois. Mais ça, c'est qu'un élément. Tous les pays de l'Ain sont savoyards, une grande partie de la Suisse est savoyarde, puis après il y a la partie orientale, le Val d'Ost, le Piémont, et puis on verra, hein, si vous êtes sage prochaine saison, comment ils vont aussi se retrouver avec l'île de la Sardaigne, ce qui n'est pas rien, hein, au niveau territoire, et comment ceux qui longtemps ont été des comtes vont devenir des ducs, qui est un titre important dans le Saint-Empire, et comment au XVIIIe siècle, après la paix d'Utrecht, ils vont avoir un titre royal. Voilà, donc encore une fois, on est un peu local, mais c'est comme ça, il faut que vous ayez vos vacances, le syndicat se plaint. J'espère qu'il n'y aura pas des centres de vaccination qui vont venir au milieu à la saison prochaine. Donc, théoriquement, on redémarrera au mois d'octobre.
Ben, le but c'est, j'ose jamais annoncer des buts parce que c'est bien quelquefois on n'y arrive pas. Mais ce qui serait bien, c'est que la saison 2 nous amène en 1860. On verra bien. Aux terres hospitalières, où le malheur tout va prendre son sillon, la doctrine, dans la bannière, vient péter